Entre le monde politique et le monde réglementaire européen, lequel est le plus dur et le plus exigeant pour vous? Le plus dur, c'est le monde politique parce que le but d'un politicien, c'est d'être réélu. Et donc, quand il veut être réélu, il est obligé de faire des choses. Enfin, il se pense obligé de faire des choses pour éliminer ses adversaires. Hein, Donc, ça c'est rude. Parce que quand on a des principes, quand on aime les gens, en tout cas pour moi, c'était dur. Enfin, je voyais jamais comment éliminer l'un ou l'autre. Non, c'était ok, j'essaie de faire mon boulot et ça viendra. Mais non, en fait, les coups bas existent. Il y a le copinage, tout ça, les partis. Moi, je pense que la particratie, c'est une des choses qui mine sans doute la démocratie. Donc voilà, tout ça, les luttes internes. Hein, donc parfois, c'est pire à l'interne qu'à l'extérieur. Donc dans d'autres partis. Donc c'est tout ça, c'est dur. Il faut pas du tout avoir de sentiments. Ah, c'est mon ami, c'est pas mon ami. Faut être blindé et se dire ok, ce ne sont pas mes amis, ce ne seront jamais mes amis. On fait des alliances stratégiques, mais alors ça devient très cynique et sans doute que j'étais trop radicale dans mon approche aux gens. Vous n'êtes pas dit aussi que c'était peut-être pas fait pour moi ou pas? Non, je pense que c'est fait. C'est peut-être pas la politique dans l'existence actuelle, hein, comme j'ai dit avec des partis, machin, mais je pense on est tous citoyens, on devrait tous faire de la politique, on devrait tous pouvoir voter pour des solutions, comme en Suisse, sur des petites questions. Bah, pourquoi pas? Hein. On n'est pas plus cons qu'eux, hein, en fait. Non, et puis on demande jamais à un politicien d'avoir un diplôme, hein, non plus. Donc, je serais pour le tirage au sort, moi. Après cette expérience, pourquoi pas? Est-ce que les coulisses européennes Mhm. sont très différentes de l'image que le public en a? Wow, ça dépend dans quel contexte, mais bon, les groupes de travail, non, c'est toujours très formel. Euh, quelques protocoles. Ici, c'est des groupes d'experts, donc c'est un peu plus relax. Disons que c'est à la pause café que c'est plus relax, mais c'est clair oui, il y a toute une série de protocoles et oui, ça peut paraître effectivement ennuyeux et l'école blanc mais bon, c'est, on a tellement de règlements qui sont appliqués aujourd'hui dans notre vie quotidienne, dont la plupart des gens n'ont pas idée en fait que ça vient de l'Europe, euh, que oui, il y a beaucoup de groupes de travail, beaucoup d'assemblées, beaucoup de fonctionnaires. C'est tout un microcosme. Hein. Euh, Maintenant, je pense que l'administration européenne est une des plus légères, entre guillemets, de toutes les administrations nationales, c'est-à-dire tous les fonctionnaires que vous pourrez trouver en France, même en Belgique, par rapport aux 40 000, je crois, qui sont pour toute l'Union européenne. Ça va. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très contents d'avoir l'Union européenne à Bruxelles. Ah oui, ils gagnent trop d'argent, etc., etc. Mais en fait, c'est une dépense minime, l'Union européenne par rapport aux États membres, aux dépenses de chaque État, imaginez-vous. Donc oui, et je pense qu'on est plus fort quand on est unis. Maintenant, il faut voir comment sont prises les décisions, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le processus de prise de décision pour qu'il y ait plus de démocratie et plus d'implication des citoyens. Ça, c'est pas encore gagné. Et si ça peut évoluer dans ce sens-là, ce serait vraiment bien. Mais j'en doute pour les prochaines années. Mais ce serait quelque chose que j'aimerais voir de mon vivant. Parce que ça risque de mettre longtemps. Hein. C'est pas que tout va bien. Alors, on va parler de votre côté artistique. Oui.
En parallèle de votre carrière institutionnelle, vous êtes chanteuse, auteure et compositrice. D'où vient cette fibre artistique? Oui, mais je ne sais pas. Peut-être ma grand-mère. Elle m'a toujours dit, ma grand-mère, qu'elle voulait faire de la musique quand elle était... Enfin, faire de la musique qu'on l'avait... Ma grand-mère est iranienne, hein. Elle était métisse aussi. Donc, moitié africaine, moitié iranienne. C'est une histoire assez incroyable qu'on n'aura pas le temps de développer ici, mais voilà. Donc, je dis toujours, ma grand-mère, elle était mi-princesse, mi-esclave. Et donc, voilà, c'était une femme très forte, qui était très avant-garde sur son temps, en Iran dans les années 50, qui a été directrice d'école, une des premières directrices d'école féminines en Iran. Et elle est partie en Europe, parce que c'était une femme très libre. Et un producteur, elle m'avait raconté ça un jour, cette histoire. Un producteur lui avait dit un jour, viens en Europe. Elle l'avait rencontré en Iran à l'époque. Il lui a dit, viens en Europe, je vais faire de toi la prochaine Joséphine Baker. Elle ne l'a pas fait. Mais voilà, donc c'est peut-être... je termine peut-être ou j'essaye, en tout cas, de... Voilà, donc je ne sais pas, j'ai toujours chanté, en fait. Ma maman achetait énormément de vinyles à l'époque, dans les années 80. Donc, j'avais un manche-disque, ça s'appelait comme ça, à l'époque, en plastique. Je mettais le vinyle dedans et ça jouait. Donc, je me baladais partout avec. Et donc, je faisais des vraies fausses émissions de radio dans les toilettes, je me souviens, parce que ça résonnait et qu'il faisait chaud et que je pouvais me mettre sur la planche et qu'il y avait un miroir. Donc, voilà, depuis que j'ai 5 ans. Je faisais ça, voilà. Bon, j'ai arrêté très tôt, hein. Après, je me suis mise à écrire, effectivement. Mais non, j'ai toujours chanté. C'est quelque chose que j'ai... Oui, je me rappelle au cours de gymnastique dans la grande salle, parce qu'il y avait de nouveau de l'écho. Je chantais des trucs d'opéra. Enfin, C'est une passion depuis longtemps. Ouais, mais c'est une passion, mais je pourrais passer des jours sans écouter de la musique aussi. Donc, c'est plus pour moi chanter, être actrice de ma vie, en fait, plutôt que de passivement écouter. Bien sûr, j'écoute de la musique, bien sûr, j'adore la musique, sinon j'en ferais pas, mais quand il y a des gens qui me disent, ah, moi, je peux pas passer une journée sans écouter de la musique, non, moi, aucun problème. Oui, je suis plus dans l'action de créer et la performance. Le live, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Est-ce que la musique était un rêve profond ou un espace de respiration? Je pense que c'est un rêve profond parce que très vite, je me suis dit, je sais pas si je l'ai conscientisé, mais donc quand je vous racontais ces histoires d'émissions radio, donc les tubes que j'écoutais, moi j'adore les tubes en fait. Et je me suis toujours dit, je veux un jour faire un tube. Je veux un tube. Même un. Je sais pas, j'ai cette envie de laisser une empreinte. C'est peut-être un but de ma personne, je sais pas. C'est peut-être ouais, laisser cette empreinte dans les vibrations de l'univers. Je sais pas. C'est un peu mystique peut-être. Ouais, mais ça va venir, hein. On est sur la. On trouve vos clips Barbie Girl, My Own, Say sur YouTube. Est-ce une parenthèse ou une partie toujours vivante de vous? Ok, alors ça, c'était les reprises. C'est des reprises que j'ai faites il y a 10 ans, je pense. Ça a été filmé sur 2 jours. J'ai fait une vingtaine de chansons. C'était que des reprises. My Own et You Say, c'est des compositions propres. Et j'ai rien sorti depuis que j'ai écrit. Mais j'ai un album qui est prêt. J'en ai un deuxième qui est en cours d'écriture. On a déjà fait 9 chansons. Et je suis en train d'écrire en français. Donc, cette année, ça va y aller, comme on dit. Donc, ouais, je pense que c'est maintenant que je vais donner un grand coup d'accélérateur. Plus que jamais, je dirais même. Donc, ça fait 6 mois que je suis à fond là-dessus, tout en travaillant, bien sûr. Donc, je dis toujours, hein, la politique et la musique, c'était mes boulots de nuit. Il n'y a plus de politique, donc je peux faire plus de musique, mon boulot de nuit. Donc, oui, c'est
c'est super excitant parce que, ouais, je pense qu'il y a du bon dans ce qu'on a composé. Et puis, j'emmène ma fille avec moi dans l'aventure, qui chante aussi, donc qui a 20 ans maintenant, et elle étudie la comédie musicale en Angleterre. Donc, elle fait des featuring avec moi sur le prochain album, enfin le futur album, qui sera mon premier vrai album en fait, puisque je n'ai jamais sorti d'album. Et sur les autres. Donc, j'ai décidé si elle veut bien faire ce chemin avec moi, de l'emmener avec moi. Est-ce difficile de concilier une carrière très rationnelle, très structurée, avec un univers artistique fondé sur l'émotion? Oui, ça peut être compliqué, mais je dirais que ça apporte quand même de la stabilité parce que la musique, étant ce qu'elle est, c'est difficile d'avoir une stabilité financière. De gagner sa vie en musique, il faut y aller déjà. Les revenus deviennent de plus en plus rares. Donc, c'est aujourd'hui. Quand moi j'ai commencé, il y avait encore le disque, le CD. Aujourd'hui, c'est Spotify, donc c'est 0,00, je ne sais combien, donc c'est 0. Les droits d'auteur n'existent quasi plus, donc c'est vraiment les lives. Et donc, on y arrive quand même, par nécessité, de concilier les deux. Moi je pense que c'est indispensable en fait. D'une certaine manière, hein. Je veux dire, si ta carrière prend pas direct, il faut absolument avoir quelque chose parce que sinon tu étais parti pour une dépression, j'en sais rien. Enfin, si tu es vulnérable par rapport à tout cet écosystème et que ta vie dépend de ça, et je dirais même que c'est comme en politique, hein. Si votre vie dépend d'un mandat politique, mais vous pouvez pas faire votre boulot correctement. Il faut ne pas être, comment dire, à la botte de. Sinon, on vous fait faire ce qu'on veut, en fait. Vous êtes esclave. Si vous êtes indépendant financièrement, vous avez le choix de dire non. Et donc, c'est la même chose en musique. Si je suis indépendante financièrement, je peux faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et c'est vraiment ça que je voulais atteindre, en fait. Vous êtes libre. Ouais, la liberté. La liberté, c'est vraiment ma valeur primordiale. Avez-vous déjà vécu un coup bas dans le milieu artistique, une déception qui vous a marqué? Coup bas. En fait, c'est surtout le fait d'être entouré parfois par des gens qui sont pas fiables, en fait. Je trouve que la fiabilité, c'est le plus important et difficile, hein, parfois. Mais c'est dans tous les milieux, c'est pas qu'un. Pas que dans le milieu artistique. Oui, donc oui, mais coup bas, sans doute que c'était derrière le dos, mais alors je le sais pas, je m'en fous. Et puis si j'ai des coups bas dans le futur, mais moi je dis toujours qu'on parle en bien ou en mal, on parle de toi. Donc allez-y, hein. Je veux dire. Est-ce plus vulnérable de monter sur scène ou de prendre des décisions réglementaires qui peuvent impacter des entreprises entières? Je pense que c'est monter sur scène. On est plus vulnérable parce qu'on est seul. Seul. Oui, bien sûr, il y a des musiciens, bien sûr, mais bon, moi, je suis ma propre productrice, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est souvent moi qui appelle les gens pour faire des projets. C'est rarement le contraire. Quoique, là, il y a quelques conjonctions qui arrivent, donc et je suis ouverte à toute proposition de collaboration. J'adore ça, en plus. J'adore l'électro, le rock, machin. Donc, DJ, si vous êtes DJ, pas de problème. Donc, Vous vous sentez plus vulnérable quand vous montez sur scène. oui, oui, enfin bon, c'est un peu cliché, mais bon, on se met à nu quand même, hein. On est là avec notre voix et nos stupides chansons, quoi. Donc, bon, il y a un moment, oui, on arrive avec pas grand-chose sur soi et on dit, voilà, ça, c'est ce que je propose. Donc, ouais, c'est quand même un peu. Mais le retour est tellement exceptionnel. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. L'énergie qu'on peut donner, recevoir sur scène, c'est magique. Il y a quelque chose de magique là-dedans. J'ai pas encore toutes les clés, mais c'est. Et moi, je peux chanter des heures et des heures et des heures en live. Plus je chante, plus j'ai d'énergie. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et Ça me fait penser à l'état de flow quand on ne voit pas le temps qui passe. C'est une méditation commune.
une méditation avec plusieurs personnes. On est une transe. Bon, j'exagère un peu, mais ouais. Et on le sent en fait. Le public, il sent qu'on donne, et moi je sens qu'il me donne. Et parfois, je vois la tête des gens, ils sont contents, et moi ça me et voilà, il y a rien qui j'ai rarement connu ou une expérience de vie qui est aussi forte que ça, dans le bonheur que ça procure, instantanément. Ici, c'est le principe du podcast. Donc, on va parler un petit peu, même si on en a parlé dans la partie artistique, le coup bas. Dans votre parcours professionnel, quel a été le moment le plus difficile? Oh, vous savez, c'est difficile d'être une femme entourée de beaucoup d'hommes, souvent, dirigeants, qui sont membres de la famille, patriarcale. Et de savoir que quoi qu'on fasse, on sera toujours la fille du patron. Donc, soit on se dit, je vais travailler plus pour montrer que je suis capable, soit on se dit, je sais que je suis capable et je vais rester moi-même, parce que quoi que je fasse, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire, c'est la fille du patron, elle est là pour ça, elle est là grâce à ça. Donc, oui, le syndrome de l'imposteur, parfois, mais bon, après 30 ans, ça va, je gère. Mais oui, c'est difficile. Je pense que c'est plus difficile quand on est impuissant, en fait, face à la situation. C'est un état de fait. Mais bon, moi, je suis quelqu'un assez cool, donc je vais pas me casser la tête pour des choses que je ne peux pas changer. Donc, oui, mais c'est quelque chose qui est récurrent. On voit le regard des gens. On voit parfois... Ouais, c'est amusant de regarder le jugement des gens, de voir le jugement des gens dans leurs yeux. Donc, ouais, il faut juste se dire que on est là exactement à la place où l'univers a décidé qu'on soit. Et voilà, je pense que si toutes les femmes faisaient ça, et je dis les femmes particulièrement parce que souvent les femmes ont tendance à se victimiser, et je déteste ça. Dans le sens où si on est féministe, alors on arrête de se victimiser et on agit comme un homme. Moi, j'agis comme un homme. Je m'en fous en fait. Donc, je trouve qu'il faudrait que les femmes, ouais, sortent. On n'est pas obligé d'être victime. Et on sait très bien qu'on est plus forte d'ailleurs. Donc voilà. Mais oui, il y a des moments difficiles, plus difficiles que d'autres, mais j'ai coutume à dire que dans la vie, rien n'est grave à part la mort. Donc, ouais, j'aime bien relativiser beaucoup. On a beaucoup de chance, en fait, d'être là où on est ici, dans nos contrées. On devrait se plaindre moins, je pense. Avez-vous déjà douté de vos choix? Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, je vais devoir vous dire que j'ai toujours raison et que... Donc, non. Non. Non, parce que c'est l'instinct. J'essaye d'écouter mon instinct, mon premier instinct. Et souvent, quand je le fais pas, je me dis, ah, tu vois, t'aurais dû. Donc, on fait tous des erreurs, hein, bien sûr, mais heureusement. Et tant mieux, et c'est ce qui fait qu'on s'améliore. En fait, je pense que les erreurs sont là pour faire partie de la vie. Donc, j'essaye de voir avec beaucoup de philosophie. Et c'est pas que essayer de voir, c'est que en fait, ça se vérifie par la suite. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est que ça doit arriver. Donc oui, et je me l'applique à moi en particulier. Donc tout ce qui m'arrive, c'est que ça doit m'arriver. Et donc surmonter ce qui m'arrive, c'est pour faire de moi quelqu'un de, j'espère, meilleur, plus fort, plus résilient. Donc ouais, et c'est génial en fait. Si tu vois la vie comme ça, ben, c'est magique aussi. Parce que tu peux pas rater. T'es obligé de rater pour réussir. Donc, génial. Ratons, hein. Alors, si on enlève les titres, les fonctions, les responsabilités, qui est Sandra Ferretti? Oh. Grande question.
Oh, je suis une bruxelloise, une zinekette, comme je dirais. Parfois dickeneck. Et maman aussi. Et ouais, je vais avoir 50 ans. Donc un demi-siècle. Vous ne les faites pas. Et je sais, merci. J'ai beaucoup réfléchi en me disant, est-ce que je dois parler de mon âge ou pas? Et en fait, j'ai décidé d'être authentique. Et voilà. Quand j'ai vu de toute façon les Buena Vista Social Club qui faisaient des, des méga tubes à 70 ans, je me suis dit, OK, j'ai le temps. Donc voilà, ouais, je suis un humain, une bruxelloise qui aime sa ville, qui aime les gens, qui aime communiquer. Et ouais, j'ai plein de choses à dire, et voilà. Ouais, un peu grande gueule quand même. Un peu dickeneck, ouais. C'est très bruxellois. Vous sentez-vous plus rationnel que sensible ou l'inverse? Plus sensible que rationnel? Ah, j'ai ces deux facettes en moi, mais je pense que la sensibilité, oui, mon premier. J'ai un rythme très, très soutenu. Je suis ta, 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 ta. Donc, ça, c'est moi, et mes vibrations et l'énergie. Donc, ça, je pense que c'est plus fort que tout. Et la rationalité, c'est mon ascendant vierge. Ouais, je vois les choses. Je peux être très rationnelle, voir les choses très factuelles. J'adore analyser les choses. J'adore résumer les choses en 2-3 mots. Ben, d'ailleurs, c'est comme ça que j'écris des chansons. Hein. Donc ça, j'adore cet exercice, d'arriver à synthétiser un truc très compliqué en OK. Aller à l'essentiel, quoi. Plan, c'est ça. Ça, ce sont les éléments. Oui, aller à l'essentiel, exactement. Et donc la partie sensible Mais c'est quand même ça plus qui grande au final, même si vous savez très bien faire les deux. Oui, mais la sensibilité, c'est ça aussi, c'est de dire OK, on est là, c'est là qu'on est, en un clin d'œil. Mais c'est très rationnel aussi. Oui. Mais ça demande une certaine sensibilité. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, referiez-vous le même parcours? Oh, je pense que oui. Ouais, franchement, je vois pas qu'est-ce que j'aurais changé. Les mecs, non. Ils ont chacun eu leur place. Non, je crois que je regrette rien, Rien du vraiment. tout. Non, Ah oui, faut rien d'accord. regretter, comme je disais. Ce qui se passe, c'est que ça doit se passer. Je suis très heureuse. J'ai vécu plein de super moments dans ma vie avec plein de gens et j'essaye de trouver ce que je changerais, mais non, franchement, j'ai des enfants merveilleux. Ouais, une chouette famille, tout le monde va bien. On a de la chance, comme je disais, on a vraiment. Enfin, je m'estime très chanceuse. Chanceuse alors, oui. Ok. Et Bah oui. moi, non. Je pense que si j'avais fait que de la musique, je pense pas que je pense pas que j'aurais été aussi bien. Je pense pas que j'étais prête, en fait. Donc, ouais, je sens que c'est maintenant, en fait. C'est maintenant que ça se joue, quoi. Ouais, vraiment. Ah, génial. Donc, je pense que, oui, chaque chose en son temps. Et patience et persévérance. Et les choses s'alignent. Et là, on sent que c'est le momentum. Il faut être patient. Ouais, et persévérance. Et Cher disait, la chanteuse, Oui, 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 Cher. garder son sens de l'humour. Donc, ne pas Relativiser, trop se quoi. prendre au sérieux, Ah, bien sûr. chers amis. Il y a beaucoup de gens qui se prennent très au sérieux. Et ouais, ça, je pense que j'aime bien notre autodérision belge. Oui, il faut savoir rigoler. Oui, c'est rare. Relâcher la pression. Oui, je pense qu'on a ce don-là en Belgique. Et j'en suis très fière. D'accord. Ah bah, je vais laisser William clôturer. Ah bah, après toutes ces responsabilités, ces engagements européens, cette double dimension professionnelle et artistique, Sandra, êtes-vous heureuse? Je suis super heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse et je sens que ça va continuer comme ça. Ça va être exponentiel. Donc, je ne sais pas où ça va s'arrêter parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être plus heureux. Mais ouais, franchement, on a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et
ouais, j'arrive à un stade de ma vie où c'est plutôt pas mal. Et je suis assez excitée pour la suite. Donc oui, je suis heureuse. Merci beaucoup, Sandra. Merci à vous.